Bonjour chers amis de Radio NRV, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission consacrée à la jeunesse. Je veux bien sûr parler des JOJ 2020. Nous allons commencer cette émission par une interview avec Yann Lodian. Et puis nous passerons plus tard à une interview de Antonin Savary, qui est un athlète des Jeux Olympiques de la jeunesse. Bonjour monsieur Logan, merci de nous accorder de votre temps. Comment allez-vous? Très bien, merci. À 3 semaines des Jeux, ça va bien. On est plus qu'impatients, tout est prêt? Alors tout est prêt, on est en train de finaliser les sites maintenant, on met aux préparations, on est prêt, le général. On a ces 8 sites qui sont prêts, mais on finit maintenant sur chaque site de monter les containers, de monter les stands. Vous avez vu en arrière ici, on met des nouveaux panneaux, le look of the game, je crois dit, on rend très visible, dynamique, joyeux, accueillant les Jeux pour que ce soit un look Lausanne 2020. Bon, maintenant pour commencer et pour bien appâter les fans de sport d'hiver, pouvez-vous s'il vous plaît nous faire une description, un résumé de ces Jeux Olympiques en environ 2 minutes 30. Vous êtes prêts? Avant Marc prêt, partez. Alors les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est un nouveau concept du CEO qui a commencé en 2010. Les premiers Jeux étaient à Singapour, Jeux d'été, tous les 4 ans, comme les Jeux traditionnels. Les Jeux de jeunesse d'hiver Lausanne, ce sera les 3e d'hiver. Il y a eu Innsbruck, Lillehammer et Lausanne. On évolue chaque fois. Ce nouveau concept, il est fait maintenant sur 2 pays. On est en France et en Suisse, les premiers Jeux binationaux. Comme ça, on n'a pas à construire de nouveaux stades. On va aller en France pour le biathlon et le saut à ski. Donc on ne construit rien de nouveau. On va où ça existe, où c'est là. Et on va sur 3 cantons, le canton de Vaud, le canton du Valais et les Grisons. La même chose pour ne pas construire de nouveaux sites. On parle de langues, il y en a 8 sites. Ça, c'est les Jeux de la jeunesse. On aura presque 1900 athlètes. On a une équité entre hommes et femmes comme athlètes qui vont venir. On a actuellement environ 80 pays qui vont venir. Les Jeux se déroulent sur 2 semaines, du 9 au 22 janvier. Et le concept du jeu, c'est comme les Jeux olympiques traditionnels. Il y a une cérémonie d'ouverture qui arrive au début, une clôture à la fin. On fait au milieu 2 petites cérémonies de bonjour et d'au revoir, welcome et bye bye, parce qu'on a ce qu'on appelle 2 vagues pour qu'il y ait plus d'athlètes. Une équipe vient que la première semaine, puis une autre équipe deuxième semaine. Donc il n'y a pas tout le monde qui reste tout le long. Puis la grande différence par rapport aux jeux traditionnels, c'est qu'en plus il y a un gros paquet éducatif. Donc on va éduquer les athlètes au village, beaucoup de modules d'éducation sur la nutrition, sur la gestion des médias, sur la gestion de son stress, sur le comportement par rapport aux interviews. Donc on va former ces athlètes qui auront entre 15 et 18 ans. Mais au niveau de l'expérience de vie, l'expérience des jeux, c'est exactement comme les jeux traditionnels. Puis en plus, on aura sur tous les sites encore une belle fête en ville qu'on appelle Enjeux, à Lausanne, sur tous les sites, Lézin, Villars, Diableret, Vallejou, il y aura ce qu'on appelle le festival Enjeux. Donc il y aura une fête en 2 semaines en Ville-Lausanne avec des initiations sportives, plein d'activités. Merci. Aidez-vous dans cette incroyable aventure. Que faites-vous? Alors, je suis directeur général. J'ai été nommé en 2015 et j'ai commencé depuis 2016. J'étais seul, tout seul, d'autres bureaux. Il a fallu créer l'équipe, créer la société, créer les contrats de travail, engager les premières personnes, de monter en puissance, de prendre une relation avec les fédérations internationales, avec le CIO. Et je suis directeur, le chef d'orchestre, avec de fantastiques musiciens, une super équipe autour de moi. Et puis c'est avec eux que je monte ce spectacle, ce concert magnifique, avec Jean Briand, puis on a une super équipe. Alors, je suis juste la personne qui doit accorder tout ça. Admettons maintenant que je sois libre du 9 au 22 janvier et que je ne désire pas tout voir de ces Jeux Olympiques de la jeunesse, mais que je préfère regarder ce que je préfère comme discipline. Pour commencer, je préfère par exemple le ski. Je suis fan de ski de piste et j'aimerais bien voir les gens genre Pierman Zurbriggen, Lara Gut, Schifrin. Je vais où pour voir les talents futurs qui sont dans ces disciplines-là? Alors, certains de ces athlètes mentionnés, donc Pirmine, Laragout et tout, seront peut-être sur place parce qu'ils sont nos ambassadeurs, donc ils vont peut-être venir pendant les Jeux, on y verra peut-être. Mais surtout, pour voir les futurs talents de ski, ce sera au Diableret. On a fait une nouvelle piste au Diableret, une piste extraordinaire qui accueille des compétitions filles homologuées, la première depuis 35 ans de nouveau. Le ski alpin sera au Diableret. Et puis moi, je vénère aussi Dario Colonia, le plus grand fondeur de tous les temps. C'est où que je pourrais aller voir le ski de fond? Dario, il sera lui. Dario, je ne sais pas s'il sera lui, mais on aura en tout cas le ski de fond à la Vallejou, qui est une région magnifique, moyenne altitude, qui a beaucoup fait pour le ski de fond il y a longtemps. Ils n'ont plus de compétition de ski de fond depuis 19 ans, homologuée. Et on a fait une compétition de test cette année, début de l'année, et ce sera là-bas qu'on aura le ski de fond, à la Vallejou, au lieu dit les Grands Roches. J'aime aussi beaucoup Rasta Rocket et je veux aller voir ces fous qui se lancent sur les pistes de glace. Où est-ce que je dois glisser? Alors ça, c'est justement le concept qu'on va vous faire très durable, un concept sur le environnement, respectueux de l'environnement. Et on fait le bob sur la seule piste naturelle au monde à Saint-Moritz. Donc Saint-Moritz au Grison, qui a accueilli les Jeux Olympiques de 1928, ça sera là-bas qu'on fait
le bob, luge et le skeleton sur la seule piste entièrement naturelle. Donc c'est une piste qui est, la neige tombe, un peu de glace, et à l'appel, on fait la piste, elle gèle naturellement, et on ira voir le bob à Saint-Moritz. Ah, c'est bien pour le réchauffement climatique, ça. Et le curling, ça se passe où? Curling, on va à Champéry. Champéry a une belle expérience de curling, une belle tradition de curling. Il fait beaucoup de compétitions de curling depuis très longtemps. Et ils ont une halle au Palladium qui est magnifique, qui est tout le temps active. Toute l'année, il y a de la glace, à part 2 mois. C'est là où Stéphane Ambiel s'entraîne aussi. Et juste à côté, il y a la halle de curling où on aura les champs de curling pendant 2 semaines. Là, les athlètes restent tout long parce que le tournoi il est assez long. Donc 2 semaines de curling à Champéry. Et en fait, je trouve où tout le programme précisément? Sur quel site internet? Alors sur notre site, c'est lausanne2020.sport. On a tout le site et puis quelques journaux, on a fait des journaux qui ont le programme. Mais sur le site et l'application qui va bientôt sortir, il y a tout le programme en détail. Je suppose qu'il y a des billets d'entrée. Comment je fais pour m'en procurer? Alors sur le site, il y a tout pour la billetterie. Puis la billetterie, ce qu'on a fait, c'est que tout est gratuit. Toutes les compétitions sont gratuites. Donc on offre les spectacles, de voir ces athlètes du monde entier gratuitement. On aimerait juste que les gens s'inscrivent sur les compétitions qui sont à l'intérieur. Parce qu'il y a une capacité limitée à l'intérieur, à Champéry par exemple, ou à la patinoire de Malais, il y a une capacité qui est limitée, donc on demande de s'inscrire pour être sûr qu'on n'ait pas les gens qui viennent et qu'il n'y a plus de place. Les compétitions externes, c'est libre d'accès, tout est gratuit. Mais vous pensez que je devrais débourser combien pour aller voir le ski à Villars avec le transport public et tout ça? Alors pour monter à Villars, alors, il y aura des paquets spéciaux par la carte Mobilis, la région communautaire de trajet sur le canton de Vaud, pardon, fait des cartes qui seront à 20 francs pour un nul normal et puis à 10 francs prix réduit pour la journée. Ça, c'est pour aller sur le site. Ensuite, pour monter à Villars, par exemple, pour le train pour Breteuil, il faut prendre un ticket de train ou alors un abonnement de ski pour les skier. Mais si on va au Diableret, en arrivant au Diableret directement avec le train, il n'y a plus d'endroit de faire, on est sur place. Donc pour 20 francs ou 10 francs, on peut monter au Diableret pour aller des compétitions de ski. Comme les gens travaillent en pleine semaine, ce sera qui le public qui va venir voir ces compétitions? Alors, vu l'importance des jeux, vu la promotion qu'on en a fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre congé aussi pour venir voir parce que c'est unique. Il y a des gens qui prennent congé la semaine pour aller skier, donc ils peuvent prendre avec le Magic Pass pour un jour de congé, venir skier à l'Aisin, voir les compétitions. Mais on a fait un programme extraordinaire avec des écoles aussi. Donc on a réussi à motiver sur le canton de Vaud. On a plus de 70 000 élèves qui sont inscrits au jeu. Donc sur les 90 000 élèves que compte le canton de Vaud, 70 000 sont déjà inscrits. Et on a beaucoup d'élèves du canton de Fribourg aussi, du canton du Valais et du canton de Genève. C'est bizarre, on n'a pas été conviés à ce grand événement. Dommage. Alors ça a été fait parce que c'était beaucoup sur le canton de Vaud. C'était fait à l'origine du canton de Vaud pour la gratuité des transports, parce qu'il y a le problème des gestions financières de chaque canton. Le canton de Fribourg va venir plutôt en quart, mais c'était laissé aux profs et aux directions d'école de savoir qui allait venir ou pas au jeu. Mais ça va encore venir, je pense. Les Jeux sont dans un mois, on a encore un petit peu de temps. J'espère. C'est donc Lausanne qui organise ces Jeux Olympiques de la jeunesse 2020. Mais pourtant, c'est pas une station. Lausanne, c'est pas une station de ski. Pourquoi cette ville-là en particulier? Quand on fait des Jeux Olympiques, aujourd'hui, le principe jusqu'à ce jour, c'est que le comité international olympique donne des Jeux à une ville, attribué à une ville. Ça a toujours été comme ça. On a eu les Jeux de Milan, on a eu les Jeux de Milan, maintenant que c'est attribué. Milan n'est pas une station de ski non plus. Les Jeux de Pékin pour l'été. Il y a eu les Jeux de Sochi pour l'hiver. Donc, ce n'est pas toujours une station de ski. On donne à une région, à une ville. Mais on donne un nom de ville. Donc, Lausanne, on a choisi Lausanne parce que c'est capitale olympique. Et on est au centre, on a un épicentre extraordinaire parce que on a, au niveau de la glace, on a tout ce qu'il faut à Lausanne. Et puis on a le Jura qui n'est pas très loin. J'y étais cet après-midi, c'est 1 heure. On est au Jura, en 1 heure les Alpes vaudoises, donc tout n'est pas très loin. Et tous les athlètes dormiront à Lausanne. Il n'y a que Saint-Moritz où tout le monde dort sur Saint-Moritz, mais les autres dorment sur Lausanne. Maintenant, on change de sujet. J'ai découvert cette magnifique mascotte, Yodli. Vous pouvez nous expliquer comment elle a été fabriquée, comment ça s'est passé la fabrication, l'invention de cette mascotte? Depuis le début du jeu, on a voulu intégrer vraiment à fond la jeunesse. On fait confiance à la jeunesse, on a voulu leur faire confiance. On dit que c'est des jeux pour, avec et par les jeunes. Donc on a approché différentes écoles et puis la mascotte a été faite par Eracom, c'est une école d'art à Lausanne, de communication et d'art à Lausanne, qui est une école de la voie duale en Suisse, c'est la voie d'apprentissage. C'est des jeunes qui avaient entre 16 et 21 ans. On a approché l'école et c'est l'école qui a fait ça dans son cursus scolaire 2017-2018. Et il y a eu un concours, d'abord toute l'école s'est mise sur le concours, il y a plus de 300 élèves qui étaient engagés directement sur la mascotte, on avait 19 mascottes, il y a eu un concours interne qui a été fait après, on est arrivé à 3 mascottes, on a montré ces mascottes aux jeunes sportifs à Ténéraux, les jeunes talents sportifs pour la Suisse, 500 talents sportifs, qui eux ont fait le choix, ces 3 qui restaient sur Yodli, qui est arrivé là, et c'est l'école qui a décidé de faire cette mascotte avec un historique, de quel animal, la Suisse, tradition des yeux, avec la couleur raclette. Donc il y a un petit clin d'œil sympathique pour la Suisse.
Et maintenant pour le budget, vous êtes dans vos chiffres ou pas du tout? Vous êtes en train de dépasser le budget. On est dans le budget, on a réussi à tenir le même budget qu'à la candidature. Donc on a un budget de candidature qui est à 40 millions, on a le même budget, on le tient toujours. On a fait attention aux dépenses, attention à gérer le tout, mais on est dans le budget, on tient le budget. En général, c'est qui paye ce budget? Pour faire les jeux, on avait dans la candidature, on avait une participation d'un montant de la ville, un montant du canton, un montant de la confédération. C'est les trois montants, et puis le CIO. C'est les quatre personnes, les quatre groupes qui payent. Et puis après, le reste, c'est les fonds privés, c'est les partenaires et sponsors, ou ce qu'on a beaucoup des prestations de services. On peut avoir des partenaires qui viennent, on ne reçoit pas d'argent, mais on reçoit des services. Ok. Maintenant, on n'a pas trop parlé des disciplines vraiment précisément, mais je sais que souvent on rajoute des nouvelles disciplines hivernales. Est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau cette année? Au jeu de la jeunesse, ce qu'on a fait vraiment d'exceptionnel maintenant, c'est qu'on a réussi à mettre le ski d'alpinisme. Alors on a les 7 sports qu'il y a au jeu traditionnel, les mêmes sports qu'il y a partout. Et puis on a en plus mis le ski alpinisme, ça c'est la montée, la peau de phoque. Donc en Suisse, on a un pays de peau de phoque, on adore ça, on a la patrouille glacier. On a réussi à mettre ça au jeu. Donc pour la première fois aux Olympiques de la jeunesse, aux Jeux Olympiques tout court, il y aura le ski alpinisme. Et pour la petite anecdote, ça c'est un sport supplémentaire qu'on a amené. Et on a aussi mis pour la première fois comme discipline le 3 contre 3 hockey sur glace. Donc pendant les jours, on aura le 3 contre 3, ce qui n'existe pas d'habitude. L'anecdote que je vais donner, c'est que le basketball a fait du 3 contre 3 pour la première fois à Singapour aux Jeux de la jeunesse. Et ce sera maintenant aux Jeux de Tokyo. Et le 3 contre 3 au basket mondial, c'est quelque chose qui a un grand succès. Comment on fait pour décider l'ajout d'une nouvelle discipline? Alors on travaille tous ensemble avec le CIO, donc le Comité international olympique, avec les fédérations internationales concernées, avec nous, parce qu'il faut qu'on trouve le lieu où on veut mettre cette discipline supplémentaire. Il faut que ça joue le budget. Il faut que le CIO accepte un nouveau sport. Donc il faut que la fédération soit reconnue, qu'elle montre l'intérêt de faire ce sport, que le CIO reconnaisse le sport qui va venir, et puis aussi que l'on ait la place et l'argent pour le faire ensemble. Donc c'est un long processus qui a duré environ une année au tout début en 2016. Imaginons que je suis un champion belge de 7 ans. Je suis un champion belge de sport, de snowboard, de ski de fond et de saut à ski. Est-ce que j'ai le droit de participer au GOJ? Alors 7 ans, c'est un petit peu jeune, parce que c'est de 15 à 18 ans les jeunes qui vont venir. Mais le processus pour devenir pour participer au jeu, c'est un processus de sélection. Donc ça veut dire que tout d'abord, on définit les disciplines et les sports qu'on va avoir, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors on aura ces sports, ces disciplines. Une fois qu'on a mis le programme, on va définir avec les fédérations internationales qui sont responsables des critères, les critères pour participer au jeu. Donc les temps, les qualifications, pas de hockey sur glace, différents critères de qualification. Dès que ça c'est défini, on définit avec les fédérations internationales et le CIO, on définit les quotas. On va dire il y aura tant pour le ski de fond, il y aura tant pour le hockey, tant pour... Donc on a les quotas, on a les temps définis, et puis après on va demander aux nations qui est intéressé à amener du monde par sport. Donc on va dire à la Suisse, vous voulez faire quel sport? Ce sport, ce sport, ce sport. On met des quotas maximum par sport par pays. Puis après tout ça, on fait un grand patchwork, un melting pot, on met tout ensemble, on décide, voilà, ces pays qui ont beaucoup de médailles ont droit à tant de places, beaucoup plus, que les pays qui ont peu de médailles, moins de places. Ça, c'est les critères. Puis une fois qu'on a ça, les comités nationaux olympiques, à l'interne, chez eux, vont demander à toutes leurs fédérations nationales qui est-ce que tu vas inscrire au jeu par rapport aux critères, qui est-ce que tu remets qui viennent. Puis après, il y a des compétitions, des concours qui se font. Et puis les jeunes qui viennent, il faut qu'ils aient été sélectionnés, qu'ils aient fait les temps minimum pour venir au jeu. Quelles sont dans les 80 nations qui vont venir au GOJ, que vous aviez dit au début, quelles sont les nations les plus connues qui vont participer au GOJ, à part la Suisse, bien évidemment? Alors on a toutes les compétitions toutes les nations de sports d'hiver connus, Norvège, États-Unis, la France, l'Autriche, l'Italie, tout le monde sera là. On a une très grosse délégation qui vient de Chine aussi, on aura. Et puis la grande délégation de Russie qui va venir. Donc tous les pays des sports d'hiver seront là. Et combien y a-t-il d'athlètes sélectionnés en tout? Alors la sélection, j'ai expliqué avant les quotas, comment on arrive aux quotas. Donc on a défini ces 1880 athlètes, c'est les quotas. Ensuite, il faut que les gens se sélectionnent. Donc on est maintenant en train de faire le processus. On devrait recevoir ces prochains jours exactement le nombre de personnes qui va venir. Mais ce sera au maximum 1880 parce que c'est la capacité qu'on a maximale. Alors peut-être ce sera 1750, 1800, 1820, mais ça, 1880, on attend ces derniers chiffres, ces jours, parce qu'il est possible qu'une nation se soit annoncée pour faire du ski de fond et qu'elle n'a pas d'athlète qui a fait les temps. Donc il y a peut-être des places qui vont se libérer. Une petite dernière, comme pour mettre une touche de symbolique à ces magnifiques JOJ. Pour nous, le moment de l'allumage de la flamme, c'est quand même l'un des moments les plus importants des Jeux Olympiques. Pouvez-vous nous expliquer la symbolique grecque et son histoire, s'il vous plaît?
Alors, on a la chance on était au mois de septembre à Athènes, sous la flamme, et il y a tout un rituel qui est là, symbolique et extraordinaire. On est une espèce de coupole métallique, avec, comme en argent, aluminium, qui reflète les rayons du soleil. Et il y a tout un spectacle, une tradition, un rituel qui est fait avec une prêtresse, la grande prêtresse, qui va allumer un laurier avec la lumière du soleil. Le soleil éclaire cette vasque. On met un bout de laurier, ça brûle. Et une fois que la flamme prend, on a une première torche. On allume cette torche, cette flamme, donc c'est la flamme olympique qui vient des rayons du soleil. On la met ensuite dans une lanterne, et c'est la lanterne qu'on ramène en Suisse. Et on a une lanterne de secours, parce qu'à Athènes, on va allumer une deuxième lanterne. Donc on a 2 lanternes, l'origine et une autre, 2 flammes. L'origine a une flamme de secours. On ramène ça en Suisse, ces 2 flammes. Elles sont ici maintenant, elles sont gardées par les pompiers à Lausanne, jusqu'à la cérémonie. On a fait un tour de la flamme en Suisse, donc on a sorti cette flamme pour la montrer en Suisse. Mais ce qui va se passer de très symbolique et de très très fort, c'est que cette flamme qui vient du soleil, elle va être le 8 janvier, on fait un relais réel en ville de Lausanne, où les gens vont se passer la torche. Après, on la remet chez les pompiers, et le 9, cette flamme va ressortir les pompiers pour la dernière fois, puis elle va venir à la cérémonie d'ouverture, puis elle va être allumée par surprise. La femme, elle va allumer la vasque olympique, et ça sera la grosse flamme olympique qui va brûler pendant tous les Jeux, cette fois 24 heures sur 24, visible du public, et puis elle s'éteindra à la fin des Jeux le 22 janvier, quand les Jeux seront clos, et cette vasque ne se rallumera plus jamais. Donc la flamme a été allumée par le soleil, symbole de paix, symbole des valeurs de l'olympisme, et puis elle va s'éteindre juste à la fin des Jeux. Donc c'est la seule flamme que les pompiers n'ont pas l'ordre de éteindre. Exactement. Ils ont un gros panneau, on a vu, ils ont mis un tableau dans leur bureau, ils disent de surtout pas éteindre. Merci Monsieur Logan de nous avoir accordé ce temps. Que la flamme chaude de l'olympisme et de Noël vous habite durant toutes ces vacances et de ce magnifique mois de janvier. On peut juste répéter le site référence sur lequel on trouve toutes les infos, s'il vous plaît. lausanne2020.sport. Joyeux Noël, comme l'a dit Pierre de Coubertin, et comme l'a dit Pierre de Coubertin, Sitius, Altius, Fortius. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien le latin, cela signifie plus haut, plus chaud et plus fort. Bonjour, pour cette deuxième partie, nous avons la chance d'interviewer Antonin Savary, un jeune athlète fribourgeois, un fondeur hors du commun, mais un bon zodze. Alors comment ça va? Ça va très bien et vous? Mais bien, merci. Merci, ça va très bien. Vous avez fait bon voyage depuis Brigue? Excellent, merci. Et puis du coup, la fameuse question, est-ce que vous avez été pris au JOJ? J'ai reçu un appel dans le train justement de mon entraîneur et oui, je suis pris aux Olympiques de la Jeunesse 2020. Bravo. Merci. Yes, toutes nos ficelles de caleçon, c'est la classe. Bon, vous pouvez nous dire comment ça se fait que vous avez pris, comment ça se fait que vous étiez pris pour ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a qualifié à ces Jeux? Alors ce qui m'a surtout qualifié à ces Jeux, c'était la première course de la saison que j'ai eue à Ulriken, dans la vallée de Canche, au Valais, où j'ai disputé 2 disciplines, une le samedi et une le dimanche. Le samedi c'était les sprints, c'était en style skating, donc on patine, où j'ai gagné dans ma catégorie. Et le dimanche c'était en classique, c'était sur un 10 km et j'ai fait 2e. Bravo. Merci. Avec Noah, on a vu que vous faisiez partie du cadre régional de ski roman. Et c'est difficile d'atteindre un niveau pareil. Alors ouais, ça fait un moment que je suis à ski roman, disons qu'ils prennent les gens assez tôt en U14, donc moins de 14 ans. Ça fait un moment que je suis là-bas et disons à un niveau pareil, c'est difficile à dire parce que chaque année on progresse, plus on s'entraîne, plus on va progresser. Mais c'est vrai que déjà au début j'avais un petit talent, même sans m'entraîner j'étais déjà un petit peu dans le haut du classement. Puis ensuite, à force de s'entraîner, à devenir de plus en plus sérieux dans ses entraînements, on devient de plus en plus fort aussi. Puis ce qui m'a surtout, je pense qu'il a surtout fait de moi, ce que je suis maintenant, c'est que je suis rentré dans cette école sport-études à Brigue, donc où j'arrive vraiment bien à concilier sport et études. Je pense que voilà. Vous avez dû sacrifier beaucoup de votre temps libre pour en arriver là? Alors je j'appellerais pas ça perdre du temps libre parce que même quand je m'entraîne, donc j'utilise ce temps libre pour m'entraîner. C'est pas une perte de temps libre parce que j'aime toujours m'entraîner et puis franchement je sais pas ce que je préférerais faire d'autre que de m'entraîner durant ce temps. Et l'été on s'entraîne, vous vous entraînez comment? Je pense pas qu'on vous amène des camions de neige jusqu'à Ria tous les jours. Effectivement, on n'amène pas des camions de neige jusqu'à Ria tous les jours.
Bah, on a différentes façons. On peut faire le ski de fond, c'est un sport physique, donc d'endurance. Donc pour entraîner cette endurance, on a différentes façons de l'entraîner. On peut faire, entre guillemets, tous les sports sont bons pour l'entraîner. On fait de la course à pied, du vélo de route, du VTT, du ski à roulettes. C'est, disons, ce qu'on fait le plus souvent, c'est une imitation du ski de fond, mais l'été. C'est des engins, des petits skis comme ça, avec des roulettes dessous. Et, c'est la même technique que le ski de fond, donc pour entraîner la technique ou bien l'endurance relative au ski de fond, c'est une bonne chose. Et puis à part le ski de fond, vous faites autre chose? Oui, j'aime aussi sortir avec des amis. Enfin, tout ce que les jeunes de mon âge feraient, à part que je prends quand même beaucoup de mon temps pour faire du ski de fond, quoi. Pour en arriver là, je pense faut être bien entouré, mais c'est qui les gens de l'ombre qui vous ont poussé à cet tel niveau? Les premiers gens de l'ombre, c'est mes parents. Comme je pense tout sportif qui veut atteindre le meilleur niveau, ils ont tous nos premiers sponsors, entre guillemets, ça a toujours été nos parents. Si nos parents ne nous soutiennent pas, c'est très difficile d'en arriver là. Ensuite, j'ai tous mes amis qui m'ont soutenu, ma famille. Donc je pense que c'est les principaux personnes de l'ombre qui m'ont poussé à atteindre ce niveau. Moi, quand je pense au ski de fond, je pense au Grison, à Davos. Vous y allez souvent là-bas pour faire du ski de fond ou pour autre chose? À Davos, non, j'y vais pas souvent. On a des fois des coupes suisses qui sont organisées à Davos, mais pour ma part, j'ai été peut-être que 2 fois là-bas. Donc c'est pas vraiment la capitale du ski de fond. En Suisse, il y a aussi plein d'autres endroits. Puis sinon, en Suisse, c'est quoi les autres endroits qu'on peut faire des bonnes pistes de fond? En Suisse romande, c'est lesquels? En Suisse romande, je dirais, il y a tout près de chez nous, il y a les monts de Ria. Ouais. Juste en dessus de Ria, Marsens-Ria, où on a un joli centre là-bas quand il y a de la neige, donc ça c'est pas tout le temps, mais quand le temps nous le permet, c'est vrai il y a un joli terrain de jeu. Sinon, on va beaucoup à Impfang aussi. Enfin, la Villette, c'est près d'Jaun, où il y a aussi beaucoup de neige, enfin plus souvent de la neige qu'au mont de Marsens, et puis c'est souvent là-bas qu'on y va quand il n'y a pas de neige. Et pour ces JOJ 2020, vous savez, vous allez courir pour récolter les médailles d'or? Alors, je peux pas dire maintenant si je vais courir oui ou non pour des médailles, parce qu'on connaît pas du tout le niveau, entre guillemets, de nos adversaires, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre, entre guillemets, vu qu'on n'a pas encore eu la chance de faire des coupes internationales. J'ai déjà eu la chance de faire des coupes continentales, donc c'est avec 11 pays un peu du centre de l'Europe, mais sans les pays nordiques comme la Norvège, Finlande, où entre guillemets c'est le sport de la nation, donc où il y a les meilleurs sportifs. Mais j'ai hâte de voir à peu près où je me situe là-bas, puis si je peux faire une médaille, tant mieux pour moi. Avec le réchauffement climatique et les problèmes d'altitude, ça vous arrive d'aller vous entraîner au-delà de nos frontières? Oui, bien sûr. L'été, par exemple, comme tu as dit, on n'amène pas des camions de neige tous les jours à Ria, mais on va des fois en Allemagne. Ça s'appelle je sais plus le nom maintenant, mais on peut y aller. Et puis il y a un grand tunnel, un grand tunnel où il y a de la neige qui est produite à l'intérieur, puis il y a une boucle de, je crois qu'on peut faire 3 km là-bas, voilà. Et au niveau compétition, c'est quoi votre meilleur résultat? Mon meilleur résultat, disons que j'ai quand même eu un petit creux il y a, je dirais l'année dernière et il y a 2 ans, parce que j'ai commencé à grandir assez tard pour mon âge. Et donc j'ai eu un petit creux c'est-à-dire que tous mes adversaires avaient déjà grandi, pris de la force et tout, et moi j'étais encore un petit gamin à côté, donc j'avais pas trop les chances. Mais cette année, je me suis un petit peu mis à niveau. Puis là pour l'instant, justement, j'ai gagné la première Swiss Cup, là, le sprint, en U18, ça veut dire les moins de 18 ans. J'ai fait 5e en U20, des moins de 20 ans. Et ça pour moi c'est le meilleur résultat pour l'instant, mais ensuite j'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont suivre. Et de nouveau dans les compétitions, vous en faites beaucoup en Europe ou parfois vous allez ailleurs sur... Alors non, disons qu'on a en ski de fond, c'est un sport, comme j'ai dit, d'endurance, et puis avec, je disais avant la catégorie 20, donc les moins de 20 ans, on n'a pas trop l'occasion d'aller voyager, faire des courses internationales. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'aller
en Italie pour faire une coupe continentale, comme je vous expliquais avant, avec ce sont ces courses alpines, entre guillemets, c'est ça, les régions alpines. La semaine prochaine, je pars pour l'Autriche, pour de nouveau une de ces courses. Combien de skieurs du centre de formation de Brigue ont été pris à ces JOJ? Je peux pas encore, je sais pas du tout. Pour l'instant, je crois que je dois être le seul, mais je suis pas sûr. Mon entraîneur, il m'a pas dit les autres qui étaient pris. Donc, puis il y aurait un potentiellement qui pourrait aussi y aller, mais je peux pas te dire si oui ou non. Vous ressentez quoi d'avoir été pris? Vous vous sentez un peu comme Dario Colonia, non? Ouais, je dirais pas que je peux encore me comparer à Dario Colonia, mais ça me fait plaisir de pouvoir représenter ma nation. Mais je sais que c'est pas la fin. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est un événement. Donc ça veut dire que ça va pas propulser ma carrière, ça va pas. Après, il y aura pas de avant les Jeux Olympiques et de après les Jeux Olympiques. C'est juste un événement dans ma carrière, dans mon. Je pourrais pas comment ça s'appelait, dans ma je dis carrière, je pense carrière sportive. Mais sinon, le plus gros objectif de ma saison, c'est de rentrer dans les 4C, c'est-à-dire le cadre national. Donc après les camps, je les ferai plus avec ski roman, mais avec Swiss-Ski. Et je pourrais justement plus facilement participer à ces coupes continentales. Et puis après gravir les échelons à l'intérieur de Swiss-Ski pour arriver peut-être un jour au même niveau que Dario. Je pense que vous avez vu et même entendu que la Russie va être refusée de 4 ans de Jeux Olympiques. Vous trouvez ça juste? Ouais, c'est bien que tu me poses la question parce que je viens de voir un film sur Netflix, ça s'appelle I Care, c'est justement l'explication de cette polémique sur le dopage en Russie. Puis moi, ouais, je suis pour parce que quand j'ai vu justement ce qui s'est manigancé là-bas, je trouve un peu normal. Après, peut-être que pour les athlètes, c'est un petit peu dur parce qu'il y en a peut-être certains qui n'étaient pas dans ce slow ou bien j'en sais rien du tout, mais c'est sûr que punition, faudra punir parce que c'est pas normal. Et en toute franchise, vous pensez que dans votre catégorie, le dopage, ça existe aussi? Enfin, c'est possible? Non. Pas, en tout cas, j'espère pas parce que sinon, ce serait quand même un petit peu du n'importe quoi parce qu'il y aurait aucune, comment dire, ça servirait vraiment à rien de se doper à mon âge. Il n'y a aucun intérêt. Se doper au plus haut niveau, c'est pour les sponsors, pour la gloire, etc. Être champion suisse, au bout d'une année, c'est oublié. En tout cas, j'espère pas que ça se passe. Il y a du dopage dans ma catégorie. Vous signerez pour être sûr de l'avoir? Vous signerez que vous l'auriez ou non? Disons, comme je l'ai dit avant, les Jeux Olympiques de la jeunesse, pour moi, ça va être une expérience. Donc ça va être une expérience de me confronter avec des autres nations. J'ai déjà eu l'occasion de le faire au EIOF l'année passée. C'était aussi pas comme les Jeux Olympiques, c'était le festival olympique de la jeunesse européenne, donc qui rassemblait seulement les pays européens. Donc là, ça va être mondial. Et, je pense pas que j'ai pas en tout cas cette idée-là maintenant. Disons que si je savais à peu près à qui me confronter, je dirais oui, je signerais pour la médaille d'or. J'ai envie de la médaille d'or. Si je savais mes chances entre guillemets. Mais maintenant, là, tout de suite, forcément, une médaille d'or. Ça se refuse pas, mais je sais pas. Je prends plutôt ça comme une expérience. Voilà, cette interview touche maintenant à sa fin. Merci Monsieur Anthony Savary d'être venu depuis Brigue pour nous. Merci. Mais nous avons une dernière petite question piège. Qu'est-ce que représente la flamme olympique pour vous, l'allumage de la flamme olympique qui se déroulera le 9 janvier à Lausanne à 18h, dans les alentours de 19h30? C'est une question piège. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Déjà le début des Jeux Olympiques de la jeunesse, forcément. Puis après, quand je suis assez bien la flamme olympique sur les réseaux, là, tout son passage. Puis ça montre bien que la Suisse, on est quand même un pays vachement uni, même si on parle plusieurs langues, on a une même état d'esprit au niveau du sport. Et voilà, je crois que c'est ça que représente la flamme olympique pour moi. Bravo, on voit bien qu'à Brigue, on bosse aussi pour l'école. Nous vous souhaitons de bons jeux et nous nous réjouissons de vous voir sur nos écrans. Bonne soirée. Merci, à vous aussi. Merci.